Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. C'était à la fin du mois de novembre de l'année 1882, et le vent charriait déjà des promesses de givre précoces sur les hauteurs escarpées de Silver Butte, dans le territoire du Colorado, où Reed Callahan avait déjà pris soin de calfeutrer ses fenêtres avec de la toile cirée épaisse et d'empiler ses dernières cordes de bois de chauffage pour la saison, car il n'attendait aucune visite, et certainement pas celle qui allait se présenter. La ville la plus proche se trouvant à 12 miles en contrebas, à travers un terrain fait de roches et de neige, et son voisin le plus proche ayant rendu l'âme au printemps, laissant la cabane se dresser seule et carrée face à la pente, construite par les mains de Reed 6 ans plus tôt, lorsqu'il avait quitté l'armée, décidant qu'il préférait désormais la conversation des chèvres à celle des hommes. Car Reed était un homme de 32 ans qui avait travaillé auparavant comme traducteur, maîtrisant les dialectes apaches, espagnols et comanches utilisés par les militaires lorsqu'ils ne cherchaient pas le sang mais des frontières. Pourtant, il avait vu trop de sang malgré tout, trop de jeunes femmes abattues lors de raids, trop d'enfants entassés dans des chariots et de vieillards laissés à moitié ensevelis dans leur propre couverture. Et quand il avait essayé d'en parler, personne n'avait écouté, alors il était parti. Et depuis lors, le silence lui convenait parfaitement. Et cet après-midi-là, il fendait des bûches d'épicéa derrière la cabane, encore humide de sève, ses gants déchirés au pouce et ses bottes fendues au talon gauche, balançant sa hache avec un rythme net, non pour l'exercice ni pour se vider l'esprit, mais simplement parce que l'hiver serait long et brûlerait vite. Et il avait une bouilloire qui chauffait sur le poêle et un morceau de viande de chèvre prêt à mijoter, lorsque le silence changea. Ce n'était pas le vent, car c'était trop régulier. Reed se figea en plein élan et écouta, des bruits de pas, plusieurs, légers et prudents, indubitablement humains. Il contourna la cabane, la main près du revolver à sa ceinture mais sans le dégainer, et en dépassant la clôture en bois fendu, il les vit, 5 femmes debout à l'orée du bois, là où la neige rencontrait les broussailles. Sans chevaux ni chariots, juste des pieds rougis par le froid enveloppés de haillons, portant des robes qui avaient été jadis en cuir ou en coton mais désormais rapiécées, déchirées et incrustées de givre, avec des couvertures pendant de leurs épaules, couvrant à peine ce qui restait de leur dignité. Et l'une d'elles, celle de devant, aux formes généreuses et aux cheveux noirs attachés avec du tendon, fit un pas en avant. Sa bouche était sèche, mais ses yeux restaient stables, et Reed ne bougea pas. La femme ne mendia pas, elle parla franchement, disant « Nous avons besoin d'un endroit pour une nuit. Nous ne demandons pas plus que cela. » Et Reed la regarda, regardant au-delà d'elle, voyant ce qu'elle ne disait pas, la plus jeune derrière elle avait une tache de sang sur la cuisse, la plus grande tenait son bras comme s'il était disloqué, et une autre ne portait rien d'autre qu'une sacoche en tissu. Ce n'étaient pas des vagabondes, c'étaient des survivantes. Et Reed jeta un coup d'œil vers les arbres derrière elle, mais rien ne bougeait, pas de posse, pas de cavalier. Il pensa à la dernière fois qu'il avait laissé entrer quelqu'un, 3 ans plus tôt, un trappeur fuyant ses dettes qui avait bu ses réserves, volé sa jument et l'avait laissé ligoter dans la grange. Mais ces femmes n'étaient pas des hommes, c'étaient des veuves apaches. Il pouvait le voir à leur posture, fière, à moitié sauvage, non brisée mais épuisée. Alors il ouvrit la barrière sans dire un mot, et elles entrèrent une par une, lentement, le surveillant en passant, et il capta l'odeur du sang et des aiguilles de pain sur leurs vêtements. L'une d'elles, plus âgée que les autres, grande, aux hanches larges et au visage marqué par des lignes profondes, hocha la tête une fois mais ne le remercia pas. Et à l'intérieur de la cabane, le feu était déjà bas, alors Reed ajouta une bûche fendue, déplaça la bouilloire et alla chercher 6 bols d'étain sur l'étagère. Il servit ce qu'il avait, un ragoût de la veille, épais de légumes racines et de viande, et passa les bols sans commentaire. Elles s'assirent en cercle près de l'âtre. Saillant, celle qui avait parlé, resta à genoux près du feu, les paumes ouvertes vers la chaleur. Sa robe était déchirée sur la poitrine et Reed remarqua la coupure qui avait été cousue une fois puis déchirée à nouveau, révélant une peau brûlée par le soleil et humide de sueur froide. Elle ne la cacha pas et ne sembla pas s'en soucier, et Reed sentit sa gorge se serrer, non de désir ni de honte, mais de colère envers quiconque avait fait cela. La plus jeune, Tala, bien qu'il ne connût pas encore son nom, tremblait en buvant, elle ne faisait aucun bruit, pas de larmes, juste une déglutition silencieuse et des yeux larges et épuisés. Elles n'étaient pas venues pour la charité, elles étaient venues parce qu'il n'y avait nulle part ailleurs. Et après le souper, Reed leur tendit des couvertures en laine pliée. Il ne demanda pas leur nom et n'offrit pas de conversation, car ce n'était pas ainsi que l'on bâtissait la confiance avec des gens traqués. Il déroula 2 couchages supplémentaires du coffre de rangement et fit une place près du poêle. Le sol était dur, mais plus chaud que l'extérieur. Il posa la dernière couverture près de Saillant, qui leva les yeux vers lui sans peur, juste avec calcul, ses yeux scannant son visage,
sa posture, sa ceinture. Elle savait qu'il était armé, qu'il était seul, et ce qu'il pouvait faire s'il le voulait. Mais il ne le fit pas. Il s'éloigna simplement et s'assit près de la fenêtre avec son fusil sur les genoux, surveillant l'obscurité au cas où quelqu'un d'autre suivrait derrière. Lui, il les entendit s'installer. « Nous venons de dessous Fort Garland, dit-elle. Il y a eu un raid. Des éleveurs blancs ivres pensaient que nous cachions des guerriers. » Elle le regarda dans les yeux. Nous ne le faisions pas, Reed ne parla pas, il regarda juste son visage meurtri près de la tempe, le côté de son cou rouge d'anciennes éraflures. La plupart d'entre nous ont perdu nos hommes il y a des mois, continua-t-elle, mais ils s'en fichent. Veuve ou non, ils prennent. Reed hocha la tête une fois. Pas de sympathie sur son visage, juste de la compréhension. Ils ont brûlé notre abri, pris le peu que nous avions. Nous avons marché 5 jours. Reed baissa les yeux. 5 jours dans cette neige, sans chaussures. Saillant fit un pas de plus. Nous avons vu votre fumée depuis la crête. On s'est dit qu'un homme vivait ici, seul. Mais nous n'aurions jamais risqué le coup. Il la fixa un moment. Vous avez bien deviné, dit-il. Elle esquissa son plus petit sourire, puis le laissa tomber. Nous ne resterons pas longtemps. Juste assez pour marcher à nouveau. À cette partie, Reed ne répondit pas. Ce soir-là, il sortit des outils supplémentaires de la remise, une seconde hache, des clous, de la corde. Il n'expliqua rien, se contenta de les disposer. Au crépuscule, P.A. avait réparé la barrière arrière, Kaya avait recousu un rideau déchiré, Nolly avait réparé le loquet de la porte, et Reed se retrouva assis sur le porche avec son café, regardant ces femmes bouger comme si elles avaient toujours appartenu à cet endroit. Pas une seule fois l'une d'elles ne demanda ce qu'il attendait en retour. Pas une seule fois il n'imposa de règles. Saillant le croisa une fois en rentrant, sa hanche frôla son genou, pas par accident, pas exactement exprès non plus. Leurs yeux se rencontrèrent. À nouveau cette nuit-là, les 5 femmes dormirent à l'intérieur, couverture étalée plus près du poêle. Tala blottit contre Kaya. P.A. dormait encore près de la porte, bras croisés sur la poitrine. Nolly était allongée sur le dos, les yeux ouverts dans le noir. Saillant prit l'extrémité la plus proche de la chaise où Reed était assis à nouveau. Elle ne dormit pas immédiatement, elle était allongée sur le côté, face à lui. « Je sais ce que les hommes attendent, » dit-elle la voix basse. Reed ne dit rien. « Je sais ce que les gens diront si nous restons trop longtemps. » Encore une fois, il ne répondit pas. Elle étudia son visage, la cicatrice près de son œil gauche, la tension dans ses épaules. Puis elle hocha la tête une fois pour elle-même et se retourna. Reed resta assis là un long moment, fixant la porte, puis le feu, puis son dos sous la couverture. Et pour la première fois depuis des années, il n'avait pas l'impression de garder quelque chose, il avait l'impression d'en faire partie. Et il ne les chassa pas. La neige tomba drue cette nuit-là, étouffant la terre dans un silence blanc. Au matin, le monde extérieur était immobile, pas de vent, pas d'empreinte, pas de son, juste des congères le long des rails et un ciel bas et gris qui ne s'était pas brisé depuis l'aube. À l'intérieur de la cabane, l'air était chaud mais tendu. Le feu avait baissé à nouveau, l'odeur du café bouilli persistait, le bois craquait faiblement. Personne n'avait encore parlé. Reed était assis à la table, aiguisant une lame. Le son de la pierre humide, lent et délibéré, correspondait à sa respiration. À travers la pièce, Saillant se tenait près du poêle, ajoutant de l'eau à la bouilloire. Sa robe collait à ses jambes, humide d'avoir frôlé la neige sur le porche plus tôt. Elle n'avait pas demandé avant de sortir, elle avait juste pris le seau et était revenue avec lui plein. Les autres bougeaient tranquillement. Kaya balayait près de l'âtre, Tala pliait une couverture, P.A., toujours vigilante, examinait le bord de la fenêtre pour les fuites d'air. Nolly se tenait près de la porte, bras croisés, comme si elle décidait si elle pouvait risquer de sortir à nouveau. Saillant parla la première. « Vous recevez des visites de la ville ?» Reed ne leva pas les yeux. « Non. » Elle attendit. « Quelqu'un vous apporte des marchandises. »« Je descends une fois par mois. »« Quand ?» Il leva les yeux. « Maintenant ?»« Pas avant le dégel. » Elle hocha la tête une fois. Cela lui disait ce dont elle avait besoin, personne ne viendrait vérifier. Pas de surprise. Si quelque chose arrivait ici, personne ne le saurait jusqu'au printemps. Elle retourna au poêle. Reed remarqua sa façon de bouger, encore endolorie mais forte. Ses épaules portaient de la tension mais pas de fatigue.
Ce n'était pas une femme qui se remettait par le repos, c'était une femme qui n'en avait pas eu depuis des semaines, peut-être des mois. Quand le petit déjeuner fut fini, Reed sortit une carte du petit coffre près de son lit, la déplia sur la table. Elle était usée, tachée d'huile et de pluie, les bords s'effilochant. Il pointa la vallée en contrebas. Silver Butte. Il y a un sentier qui descend vers Carson-S Fork. Vous suivez la rivière vers le sud, vous tomberez sur des avant-postes. Sayan s'approcha. Vous voulez qu'on parte? Il croisa son regard. Je vous montre le chemin au cas où vous prévoiriez toujours de partir. Elle appuya ses mains sur le bord de la table, assez près pour que ses doigts frôlent le bord de la lame qu'il venait d'aiguiser. Nous aurions continué à marcher, dit-elle, mais la plus jeune. Elle fit un léger geste vers Tala qui était assise près du feu, attachant une bande de tissu autour de son pied. Elle ne peut plus. Les blessures sont plus vieilles que ce qu'on vous a dit. Reed regarda vers Tala. Le tissu était taché de sang. La fille remarqua qu'il la regardait et tira sa robe plus bas sur ses jambes, honteuse. Reed se tourna vers Sayan. J'ai de la pommade. Pas grand-chose, mais ça aidera. Sayan hocha la tête une fois. Nous travaillerons pour ça. Je n'ai pas demandé ça. Elle le regarda durement. Je n'offre pas pour vous, j'offre pour elle. Reed ne discuta pas. Il apporta la pommade, s'assit sur le sol à côté de Tala. Elle se recula mais il ne la toucha pas. Il ouvrit juste la boîte et la posa à côté de son genou. Faites-le vous-même, dit-il calmement. Gardez-le juste enveloppé après. Tala le regarda une fois, puis tendit la main vers la boîte. P.A., de l'autre côté de la pièce, se tenait derrière elle, observant Reed. Elle ne dit rien non plus, mais son visage se détendit juste un peu. Cet après-midi-là, la cabane devint animée d'une manière calme. Une femme commença à chuchoter des sons doux et irréguliers, une autre rit juste une fois, bas et court. Sayan répondit quelque chose, puis le silence revint. Cela ressemblait à un foyer, ou à l'écho d'un foyer. Et Reed ne dormit pas cette nuit-là. Pas complètement. Il surveilla la porte, écouta le craquement du feu et essaya de ne pas trop penser au fait que 5 étrangères étaient entrées chez lui et qu'il n'avait pas peur. Pas vraiment. Il ressentait autre chose, une responsabilité qui pesait dans sa poitrine, aussi lourde que la neige sur le toit. Et il ne les chassa pas. Le matin arriva, calme et tranchant. Reed était déjà levé avant que le soleil ne franchisse la crête. Il avait dormi sur la chaise près de la fenêtre, bottes aux pieds, fusil sur les genoux. Son cou lui faisait mal, mais il ne s'étira pas. Il écouta d'abord, à l'intérieur de la cabane, les 5 femmes dormaient encore, couverture enroulée, respiration régulière. Le feu s'était réduit en braise. L'une d'elles, P.A., la grande aux yeux de faucon, était allongée le plus près de la porte, comme une garde. Tala, la plus jeune, dormait les genoux contre la poitrine, le visage enfoui dans ses bras. Les autres étaient dispersées sur le sol, enveloppées dans la laine et les quelques haillons qu'elles avaient apportés. Reed posa le fusil et se dirigea vers le poêle. Il alluma le feu lentement, en silence, ajouta de l'eau à la bouilloire, ses mains travaillant sans penser, des habitudes plus vieilles que la peur. Au moment où la première lumière se répandit sur le plancher, Sayan bougea. Elle s'assit sur un coude, les cheveux lâches autour du cou, sa robe en peau de daim froissée et toujours déchirée sur la poitrine. Elle ne se couvrit pas. Elle le regarda, pas timide, pas effrontée, juste observatrice, mesurant. Il croisa son regard et fit un bref signe de tête. Elle se leva. Ils ne parlèrent pas. Reed lui tendit une boîte de café. Elle comprit, mesura le marque sans demander, et au moment où les autres se réveillèrent, l'odeur du café emplissait la cabane. La vapeur montait des tasses en étain comme une haleine en hiver. Elles mangèrent à nouveau du ragoût de chèvre. Personne ne se plaignit, pas même la plus jeune. Après le petit déjeuner, Sayan sortit sans un mot. Les autres suivirent. Reed resta en retrait, laissant la porte se fermer. Il les observa par la fenêtre mais ne s'éloigna pas. Elle bougeait avec détermination. Sayan vérifia l'enclos des chèvres, siffla une fois pour voir comment les animaux réagissaient. Kaya ramassa une couverture déchirée sur la rambarde du porche, examina les coutures et s'assit pour la raccommoder. P.A. fit le tour de la cabane, les yeux scannant les collines comme si elle s'attendait à voir quelqu'un arriver. Noli traîna un seau d'eau vers le puits sans qu'on le lui demande. Tala resta debout, les mains près de la bouche, respirant le froid. Aucune d'elles n'était une invitée.
Elles étaient des survivantes, et les survivants ne restaient pas inactifs. Reed sortit et recommença à fendre du bois. Seiyan le rejoignit peu après. Elle ne demanda rien, ramassa simplement le petit bois et l'empila contre la cabane. Elle bougeait lentement, encore endolorie mais têtue. Sa robe collait à ses jambes lorsqu'elle se penchait, humide de neige. La déchirure sur le côté était plus large aujourd'hui, révélant plus de peau qu'elle ne le réalisait probablement, ou peut-être qu'elle le savait mais elle ne le regarda jamais pour voir s'il remarquait. Et il n'avait pas besoin de le faire. Midi arriva, le soleil réchauffait à peine le sol mais il dégagea le givre du toit. À l'intérieur, Reed sortit le peu de provisions qu'il avait, de la farine, du sel, une large plaque de porc séché. Il s'assit sur la table et regarda Nolly et Kaya préparer la pâte. Elle travaillait comme si elle l'avait fait 1000 fois, l'une pétrissait, l'autre nettoyait la table. Pas de bavardage, juste du rythme. Il s'assit en arrière, les bras croisés. Les questions s'empilaient maintenant, qui était-elle? D'où venait-elle? Pourquoi maintenant? Il ne demanda rien à voix haute, mais tard cet après-midi-là, Seiyan se tint à l'embrasure de la porte pendant que les autres travaillaient et lui donna enfin quelque chose. Kaya demanda du fil et une aiguille, elle répara le manteau de Reed, cousant soigneusement le long de la couture à l'épaule. Nolly nettoya les étagères. Tala se reposa. Seiyan resta principalement dehors. Reed entendit la hache à nouveau, une fois, deux fois. Il se leva et sortit sur le porche. Elle fendait du petit bois près de la remise latérale, son souffle montant en nuages. Sa robe était trempée près de la taille à force de s'agenouiller dans la neige. La déchirure le long de sa poitrine n'avait pas été raccommodée, elle pendait bas, exposant la naissance de ses seins. Elle ne remarqua pas qu'il regardait, ou ne s'en soucia pas. Reed s'approcha et posa une bûche fraîche sur la souche. « Cette lame est trop légère, dit-il. Seiyan grogna. Ça marche. Il lui tendit une hache plus lourde. Elle la prit, ajusta sa prise, la battit nette et rapide. Le genre de mouvement qui venait d'années de pratique pour la survie, pas pour la fierté. Reed hocha la tête une fois. Vous venez de White Mountain? Seiyan fit une pause, la sueur perlant déjà à sa clavicule. Non, dit-elle. Près de Fort Apache, avant que tout ne tourne mal. Cela remplissait ce qui aurait manqué, l'accent, la façon dont elle se portait. Pas de la noblesse tribale, pas une femme de fermier de la vallée non plus, quelque part entre les deux points elle leva les yeux. Vous avez travaillé avec l'armée avant? Oui. Ils vous ont envoyé ici? Non. Je suis parti. Elle ne demanda pas pourquoi. Cela dit à Reed qu'elle avait déjà une bonne idée. Ils finirent de fendre et portèrent le petit bois à l'intérieur ensemble. Cette nuit-là, il neigea encore. Reed cuisina de la viande fraîche, un lapin attrapé plus tôt cette semaine. Nolly ajouta des herbes qu'elle avait trouvées près de la remise. L'odeur réchauffa la cabane plus que le feu. Après qu'ils eurent mangé, la pièce s'installa dans le calme. Pas lourd, pas gênant. Seiyan s'assit le plus près du feu, ses jambes allongées, un genou plié. La déchirure dans sa robe bougea quand elle remua, révélant plus de l'intérieur de sa cuisse. Reed le remarqua mais elle ne l'ajusta pas. Il ne fixa pas, il regarda une fois puis détourna le regard. Elle le regarda, pas timide, pas offrant, juste voyant s'il allait tressaillir. Il ne le fit pas. Plus tard, quand les autres furent endormis, Seiyan se leva et se versa une petite tasse d'eau. Elle ne la but pas, la tint juste, se tenant dans l'encadrement de la porte entre la lumière du feu et l'ombre. « Vous n'êtes pas comme les autres, dit-elle. » Reed ne bougea pas de son siège. « J'ai rencontré des hommes calmes, poursuivit-elle, et j'en ai rencontré des patients. Mais la plupart attendent toujours quelque chose en retour. Tôt ou tard. » Il croisa son regard. « Et vous ?» Seiyan l'observa assez longtemps pour que son visage s'adoucisse. « Je ne sais pas ce que j'attends, dit-elle finalement, mais je n'ai pas peur. » Elle s'approcha plus près, assez près pour qu'il puisse sentir la chaleur de son corps. Sa robe collait à ses courbes, sa poitrine se soulevant et s'abaissant régulièrement. Son visage était marqué par le voyage et la fumée, mais il y avait de la beauté là. Pas une beauté fragile, une beauté têtue et méritée. Reed ne la toucha pas, ne parla pas. Elle resta là une seconde de plus, puis se tourna et se recoucha à sa place. Il fixa le feu. Il ne savait pas si c'était la confiance qui se bâtissait ou la tentation qui grandissait, mais il ne voulait plus qu'elle parte. Pas même l'une d'elles.
Et cette pensée l'effraya plus qu'elle n'aurait dû. Le lendemain matin, Reed se réveilla plus tôt que d'habitude. Il avait voulu s'endormir, mais à un moment dans la nuit le feu était mort et le froid s'était glissé dans ses os. L'odeur de la fumée de bois persistait, épaisse dans l'air. Il s'assit sur la chaise près du poêle et étira son cou, puis scanna la cabane. Elles étaient toutes encore là. Seyant était recroquevillé sur le côté, le visage tourné vers les braises. Péa, comme toujours, allongé près de la porte. Kaya avait bougé dans son sommeil, les bras étendus sur les jambes de Tala comme un geste protecteur. Noli dormait sur le dos, les mains pliées proprement sur sa poitrine. Aucune d'elles ne remua. Reed se leva lentement, marcha vers le poêle et raviva le feu. Ses mouvements restaient silencieux, mais alors qu'il versait de l'eau dans la bouilloire, il entendit Seyant se lever. Elle s'approcha de lui silencieusement, assez près pour que leurs épaules se frôlent. Sa voix vint, basse, « Je pensais que vous seriez parti à notre réveil. Je ne vais pas loin. » Elle le regarda. « Vous restez toujours sur le bord comme ça ?» Il ne répondit pas. Dehors il neigeait encore, fin maintenant, le genre qui continuerait de tomber jusqu'à ce que la terre cède. Seyant versa 2 tasses de café en éteint et lui en tendit une. Elle ne demanda pas la permission, l'attendit simplement comme s'ils avaient fait ça 100 fois. Reed but, puis posa enfin la question qu'il n'avait pas encore posée. « Vous avez dit que des chasseurs de primes ont frappé votre abri. Que s'est-il passé après ?» Seyant but une gorgée. « Ils sont venus la nuit, ont prétendu qu'ils cherchaient 2 hommes qui avaient pris des chevaux près de Canyon Hollow. Pas de preuves, juste des fusils et de la boisson. » Sa mâchoire se serra. « Ils ont battu Péa d'abord, on dit qu'elle avait répondu. Puis ont pris le sac de Noli. Nous avions de la nourriture, pas beaucoup, ils ont tout pris quand même. » Reed jeta un coup d'œil à Noli qui dormait encore, son visage calme maintenant mais marqué faiblement sous l'œil. « Ils ont tout brûlé, » ajouta Seyant. « Ne nous ont pas tués, on dit que nous avions de la chance que vous ne soyez pas avec une tribu. » Elle secoua la tête. « Aucune tribu ne réclame des veuves sans statut, et nous n'avions plus d'hommes pour parler pour nous. » Reed hocha la tête lentement. C'était quelque chose qu'il comprenait mieux que la plupart, dans la justice de la frontière, la protection ne venait pas de la loi mais de qui se tenait à vos côtés. Après le petit déjeuner, Reed sortit vérifier les pièges. La neige avait recouvert la vallée mais le ciel s'éclaircissait. Il suivit le sentier vers le bord du ruisseau, attrapa un lapin, un écureuil, assez pour un ragoût, peut-être un rôti s'il les tirait. Il revint en milieu de matinée. Quand il passa la crête, il s'arrêta. La cabane ne semblait pas la même. Il y avait de la fumée de la cheminée, mais aussi une seconde ligne de fumée s'enroulant derrière la remise. Il bougea plus vite, la main près de son étui, les yeux scannants, mais ce n'était pas un danger. Seyant avait construit un second foyer et autour de lui les femmes travaillaient, calmes, coordonnées. Noli faisait bouillir du tissu dans un seau en étain. Kaya nettoyait des peaux de lapin avec un grattoir en os. Tala était assise enveloppée dans des couvertures près du feu, son pied bandé plus serré qu'avant et un faible sourire sur les lèvres en les regardant. Péa se leva quand elle vit Reed mais ne parla pas, juste pas tout de suite. Il hocha la tête en retour. Il marcha vers Seyant qui était agenouillé près du tas de bois, cassant du petit bois. « Vous avez construit ça vite. Nous ne cherchons pas à gaspiller votre nourriture ou votre combustible. On s'est dit qu'on cuisinerait dehors quand c'est clair. » Il lui tendit le lapin frais. Elle leva les yeux vers lui, surprise. « Vous n'aviez pas à faire ça, dit-elle. Vous n'aviez pas à rester, répondit-il. Cette nuit-là, elles mangèrent mieux qu'avant, un ragoût de lapin avec un peu de poivre écrasé que Seyant avait tiré d'une pochette cachée qu'elle gardait attachée sous sa jupe. Ce fut la première fois qu'ils s'assirent tous ensemble à la même table. Personne ne dit grand-chose, mais quand Noli rit doucement à quelque chose que Kaya dit en apache, ce n'était pas amer, c'était doux, léger, et Reed sentit quelque chose dans sa poitrine s'alléger juste un peu. Plus tard, après que la vaisselle fut nettoyée et le sol balayé, Seyant resta assise pendant que les autres allaient se coucher. Elle attendit que Reed revienne vers le poêle. « Vous continuez à attendre que nous demandions plus, » dit-elle. Il se tourna. « Non. »« Oui, » dit-elle clairement. « Vous pensez qu'éventuellement nous pousserons cela trop loin? Faire une réclamation sur votre lit, votre nourriture, votre vie ?» Reed la regarda. « Je ne pense pas ça. » « Alors que pensez-vous » Il ne répondit pas tout de suite. Elle se leva, s'approcha. La lumière du feu attrapa son visage,
la faible cicatrice au-dessus de sa lèvre, la courbe de son décolleté toujours exposée par la robe déchirée qu'elle n'avait jamais pris la peine de réparer point. « Je sais ce que les hommes voient quand ils me regardent maintenant, dit-elle. Je sais ce qu'ils veulent. » La gorge de Reed se serra, pas de luxure, de quelque chose de plus vieux, de plus profond. « Je ne suis pas comme eux, dit-il bas. « Je sais, répondit-elle. C'est le problème. » Ils restèrent là, proches, l'air épais entre eux. Elle leva une main, juste légèrement, et la pressa à plat sur sa poitrine. Ses doigts étaient froids, son cœur battait régulièrement sous sa paume. Reed ne bougea pas, mais il ne l'arrêta pas. Elle se pencha lentement et l'embrassa. Ce n'était pas précipité, ce n'était pas timide. Sa bouche était chaude, patiente et chercheuse. Quand elle se recula, elle n'expliqua pas, elle ne s'excusa pas. Elle chuchota juste « bonne nuit » et alla à sa chambre. Reed resta immobile. Il ne dormit pas pendant longtemps, mais pour la première fois, il ne garda pas la porte. Il regarda son dos se soulever et s'abaisser avec sa respiration et sentit que peut-être, pour une fois, il n'attendait pas d'être seul à nouveau. Les jours qui suivirent bougèrent lentement mais pleinement. La neige cessa pour un temps, le vent coupait toujours net le matin, mais le ciel s'ouvrait grand et la lumière restait plus longtemps après le crépuscule. Cela donna à la cabane et à ceux à l'intérieur un rythme, réveil, travail, chaleur, sommeil. Et entre les deux, quelque chose de non dit commença à s'installer. Elles ne survivaient plus seulement, elles existaient. Seyon ne parla plus du baiser, Reed non plus, mais quelque chose avait changé. Elle bougeait plus librement maintenant, plus près, plus délibérée dans sa façon de se tenir près de lui, comment elle lui tendait les outils, comment ses doigts frôlaient son bras et s'attardaient juste assez pour dire « Je me souviens, tu ne m'as pas repoussé, je te vois. » Et Reed, lui, il ne tressaillait pas. Il ne parlait pas plus que d'habitude, mais chaque fois qu'elle passait, ses yeux suivaient, juste pour une seconde. Chaque fois qu'il sortait, il regardait en arrière pour voir si elle regardait. Elle l'était souvent. Ce matin-là, Reed descendit dans le col inférieur pour la première fois depuis des semaines. Il avait besoin de sel, besoin de vérifier la ligne de ses pièges qui couraient près du bosquet de Tremble. Il partit avant le lever du soleil. Les autres bougeaient encore. Seyon fut la seule qui croisa son regard avant qu'il ne parte. Elle ne demanda pas où il allait, elle tint juste son manteau stable pendant qu'il l'enfilait et ajusta ensuite le col doucement, sans un mot. Il sortit avec le soleil se levant derrière lui, coupant la lumière à travers la neige. Au moment où il revint en début d'après-midi, la cabane semblait différente. La fumée montait toujours, la porte de la remise avait été réparée, le bois de chauffage avait été soigneusement empilé contre le mur de la cabane, mais c'était autre chose, l'air, le calme. Il le sentit avant de le voir, quelque chose s'était passé. Il descendit de selle, scanna la cour, puis la porte s'ouvrit. Péa se tenait dans l'encadrement, bras croisés. « Nous avons eu un visiteur, dit-elle. » Reed sentit sa mâchoire se serrer. « Qui ?» Homme blanc. Milieu de la trentaine. Portait une étoile de député mais pas de cheval de la ville. Non, dit qu'il passait, venant de Wolf Hollow. A prétendu qu'il cherchait 2000 volets. Reed la dépassa pour entrer dans la cabane. Les autres femmes étaient assises, toutes semblaient calmes sauf Tala dont les yeux étaient rouges, elle avait pleuré, mais plus maintenant. Seyon était près de la fenêtre, bras croisés. Il n'était pas là pour des mules, Seyon dit. Qu'il nous a vus à travers les arbres, est venu poser des questions, d'où nous venions, si nous étions légales. La voix de Reed vint basse, il a touché l'une de vous? Seyon secoua la tête. Il a demandé pourquoi nous étions ici, a dit que nous devions être sous l'autorité de quelqu'un. Qu'avez-vous dit? Que vous étiez notre employeur. Que nous cuisinons et nettoyons pour un toit et du pain. Que nous n'étions pas prisonnières. Qu'il pouvait continuer sa route. Reed regarda la table. Un anneau de neige fondu marquait l'endroit où l'homme avait posé une tasse. Sa tasse. Il sortit sur le porche, scanna les arbres, rien ne bougeait, pas d'empreinte de bottes près de la clôture, désormais effacée par le vent ou balayée. Mais le sentiment ne passa pas. Il resta dehors la plupart de l'après-midi, coupant du bois, regardant la crête les yeux plissés. Seyon vint à lui juste avant le crépuscule. Elle ne parla pas tout de suite, s'appuya juste contre le poteau à côté de lui. « Nous devrions partir, dit-elle finalement. »« Non, dit Reed. » Elle cligna des yeux. Il pourrait amener plus d'hommes, plus de questions.
S'il allait le faire, répondit Reed, il ne serait pas venu seul la première fois. Seyant croisa les bras. Vous pensez que nous sommes en sécurité ici? Je pense que nous sommes plus en sécurité qu'au dehors. Elle resta silencieuse un moment, puis, Tala a paniqué quand il a demandé son nom. C'est figé, a failli pleurer. Il l'a vu? Il a vu qu'elle avait peur. J'ai menti assez vite mais ça l'a secoué. Elle est jeune, dit Reed. Et elle a été chassée avant. Seyant se tourna pour lui faire face. Elle n'est pas la seule. Reed hocha la tête. Je sais. Cette nuit-là, le feu brûla plus longtemps que d'habitude. Reed resta éveillé près de la porte. Péa resta debout aussi, aiguisant un couteau. Seyant se reposa près de la fenêtre, les yeux ouverts. Personne ne le dit, mais toute la cabane le sentit, le monde extérieur les avait remarqués, elle n'était plus invisible. Mais pourtant personne ne s'enfuit. Le lendemain matin, Reed emmena Tala avec lui à la remise, juste deux. Il lui montra comment resserrer une attelle sur le loquet de la porte, comment aligner les pièges, comment lire les signes dans la neige, brindilles cassées, empreintes, changement de vent. Elle dit peu, mais ses mains arrêtèrent de trembler. Quand ils revinrent à l'intérieur, Tala regarda Seyant et fit un petit signe de tête. Plus tard, pendant que les autres nettoyaient des pots et raccommodaient des coutures, Reed et Seyant allèrent derrière la cabane. Elle lui tendit une tasse de thé de racines bouillies. « Vous l'avez emmené. »« J'avais tort, » dit-elle. « À propos de quoi ? » ?»« Pensez que nous serions un fardeau si nous restions trop longtemps. »« Vous ne l'étiez pas ?» Elle le regarda attentivement. « Le sommes-nous maintenant ?» Reed ne parla pas tout de suite. Il tendit la main lentement, prudemment, et écarta une mèche de cheveux de sa joue, puis, toujours calme, dit « non ». Elle se pencha et l'embrassa à nouveau. Cela dura plus longtemps cette fois. Aucun d'eux ne regarda autour pour voir si quelqu'un regardait, et cette fois elle ne s'éloigna pas après. Elle resta à côté de lui, sa main dans la poche de son manteau, son épaule contre son bras, tous deux regardant les bois en silence. C'était vers la fin de décembre quand la neige s'épaissit à nouveau, plus lourde et plus humide qu'avant, tombant en draps qui trempaient à travers le tissu et cachaient la terre en dessous. Un silence à hauteur de taille. La cabane se transforma en forteresse, pas par dessein mais par nécessité. Pendant 3 jours, aucun d'eux ne sortit. Le tas de bois dut être rationné, les chèvres gardées à l'intérieur de la remise, l'eau fondue de la neige, les repas étirés. Personne ne se plaignit. À l'intérieur, les femmes travaillaient régulièrement, Péa construisit un râtelier près du poêle pour sécher les bottes humides, Kaya fit bouillir des herbes qu'elle avait sauvées en petits paquets enveloppés de ficelles, leur parfum vif et propre coupant à travers la fumée. Noli répara les joints du toit de l'intérieur, utilisant des chutes de cuir. Tala se reposa plus, la blessure à son pied presque fermée maintenant, elle parlait plus librement ces jours-ci, pas en phrases complètes mais assez pour demander où Reed gardait le sucre ou si elle pouvait aider à alimenter le feu. Seyant restait proche de Reed. Ils ne partageaient pas un lit, pas encore, mais ils partageaient un rythme. Ils coupaient du bois côte à côte. Il lui tendit une doublure de manteau quand il la vit frissonner, elle brossa la neige de son dos quand il rentra de la remise. La nuit, elle s'assit le plus près de lui, leurs genoux se touchant sous la table, ses mains reposant parfois sur sa cuisse, juste brièvement, comme une promesse qu'elle n'avait pas besoin de dire à haute voix. Ce fut le 4e jour de neige quand la question qui montait doucement parmi elles trouva enfin sa voix. Noli la posa. Elle se tenait près de la table après le dîner, les mains séchant sur sa jupe, les yeux fixés sur Reed. Que se passe-t-il au printemps? La pièce devint silencieuse. Le pot de ragoût fumait encore au centre de la table. Seyant leva les yeux. Péa arrêta de nouer une corde. Kaya attendit, immobile. Reed ne détourna pas le regard. « Que voulez-vous qu'il se passe ?» demanda-t-il. La voix de Noli ne trembla pas, cet homme de Wolf Hollow pourrait revenir. D'autres pourraient aussi. Nous sommes 5 veuves apaches vivant dans la maison d'un homme blanc. Même si vous n'avez rien fait de mal, ils ne le verront pas de cette façon. Seyant intervint, il n'a rien fait de mal, point aucune de nous n'a fait de mal. Mais la loi s'en fiche, dit Péa platement. Reed s'adossa à sa chaise, le bois craquant sous son poids. Je sais ce que dit la loi, répondit-il, et je sais ce que dit la terre. Ici, personne ne survit à l'hiver à moins de travailler ensemble. Au printemps, nous ferons en sorte que ça ressemble à ce dont nous avons besoin. Le front de Seyant se plissa. Comment? Reed la regarda, puis les regarda toutes.
J'ai des registres, des papiers. Je pourrais rédiger quelque chose disant que j'ai pris de l'aide à domicile. 5 mains embauchées, toutes légales, toutes listées. PA haussa un sourcil. Et la ville croira simplement ça? Ils n'ont pas à le faire, répondit Reed, tant que c'est écrit et tamponné. Personne ne regarde de près à moins de vouloir se battre. Seyant l'étudia. Vous faites ça? J'ai déjà fait pire. Vous vous souvenez? Ses yeux rencontrèrent les siens. Je vous laisserai entrer. Cela valut qu'un petit rire de Nolly, puis un second de Kaya. Même PA esquissa un sourire. Seyant ne rit pas, mais elle se leva, marcha vers lui et l'embrassa devant toutes. Pas longtemps, pas pour le spectacle, juste assez. Cette nuit-là, après que le feu eut baissé et que les autres dormaient, Seyant resta à côté de Reed. Elle n'alla pas à sa couverture. Elle se tint derrière sa chaise et glissa ses bras autour de ses épaules, posant sa joue contre la nuque de Reed. Il leva la main, toucha son avant-bras. Aucun ne parla. Finalement, elle passa devant lui, s'agenouilla entre ses jambes. La robe en peau de daim déchirée collait encore à ses courbes humides, la poitrine se soulevant lentement, le décolleté ouvert et bas par le travail et l'usure. Sa peau était chaude malgré le froid, ses cuisses marquées par des jours à s'agenouiller, travailler, survivre. Elle se pencha en avant et l'embrassa à nouveau. Cette fois, cela s'approfondit. Elle guida ses mains, les plaça où elle voulait, sur ses hanches, sa taille, son dos. Reed ne se précipita pas, ne saisit pas. Son toucher était stable, retenu. Sa respiration devint plus lourde. Elle glissa sur ses genoux, se pressant plus près, toujours pas de mots. Ils firent l'amour tranquillement, sans lit, sans cérémonie, juste peau contre peau, chaleur partagée sous la lumière du feu et souffle dans le noir. Quand cela finit, elle resta blottie contre lui, sa main reposant à plat sur sa poitrine, sa joue contre son épaule. Et pour la première fois, il tenait quelqu'un avec les deux bras. Non pour protéger, non pour sauver, mais pour garder. La tempête faisait toujours rage dehors mais à l'intérieur, ils avaient construit quelque chose de stable. Au matin, quand la neige ralentit et que la lumière poussa à travers les lattes des volets, personne ne parla de ce qui s'était passé, mais cela changea l'air entre eux. Ils ne survivaient plus seulement à l'hiver, ils survivaient ensemble. Et aucune d'elles ne prévoyait de partir. Le premier matin clair après la tempête frappa fort et brillant, la lumière du soleil coupait à travers les congères comme une lame, jetant des bords nets dans le blanc. Le vent s'était calmé. La neige autour de la cabane était à hauteur de poitrine par endroits, le chemin vers le puits était enseveli, le toit de la remise avait bouclé d'un côté, mais à l'intérieur la chaleur persistait. Pas seulement du feu, mais de la proximité de quelque chose qui avait enfin pris racine. Seyant se réveilla dans la chambre de Reed. Ils s'étaient séparés avant l'aube, tranquillement, avant que les autres ne remuent. Elle retourna à sa propre couverture avec des palans et une respiration régulière. Mais le changement fut ressenti. Reed n'essaya pas de le cacher, elle non plus. Personne ne posa de questions, c'était la langue qu'ils partageaient tous maintenant, le silence comme respect. En milieu de matinée, ils étaient dehors, déblayant la neige. Reed pelletait du porche à la remise, PA brisait le barrage de glace au bord du toit, Kaya et Nolly nettoyaient les enclos des chèvres. Tala, sans bandage pour la première fois depuis des jours, boitait à travers le chemin que Reed avait creusé, portant un seau à deux mains, le visage rouge de froid mais souriant d'une manière calme et privée. Ce fut Seyant qui remarqua les traces la première. Elle était près de la clôture nord, ratissant la gadoue de la base du poteau, quand elle les repéra, des empreintes de bottes fraîches, profondes. Pas les leurs. Elle ne cria pas. Elle retourna au porche et croisa le regard de Reed. Il vit son visage et sut avant qu'elle ne parle. Ils marchèrent ensemble le long de la limite de propriété, trouvèrent la piste près des arbres. Quiconque s'était été venu du sud, avait fait un large cercle puis avait fait demi-tour, n'était pas venu près de la cabane, n'avait pas frappé, avait juste observé. Le même homme, demanda Seyant. Ça pourrait être, murmura Reed. Ça pourrait être pire. Ils suivirent les empreintes jusqu'à la ligne de crête avant que la neige n'ait commencé à les effacer, trop tard pour pister plus loin. De retour à la cabane, les femmes s'étaient rassemblées près du feu. Tala semblait inquiète à nouveau, Nolly se tenait les bras croisés, Kaya serrait le même morceau de couture depuis des minutes sans enfiler l'aiguille. Reed entra et posa son fusil sur la table. Si quelqu'un regarde, il ne voulait pas être vu. PA parla, pourtant. Seyant croisa les bras. Ils ne viennent plus pour des mules.
Reed regarda chaque femme tour à tour. Vous n'avez pas à attendre qu'on vous dise de partir. Si vous voulez sortir avant le printemps, avant que ça n'empire, je vous aiderai à faire vos bagages, charger le chariot. J'irai même avec vous jusqu'à Fort Cavana. Personne ne bougea. Kaya parla la première, partir où? Retourner où? Il n'y a pas de tribu qui attend, ajouta Péa. Noli s'avança, même si nous partions, nous serions séparés à nouveau. Aucune de nous n'a fait de mal. Mais la loi s'en fiche, dit Péa platement. Reed s'adossa à sa chaise, le bois craquant sous son poids. Je sais ce que dit la loi, répondit-il, et je sais ce que dit la terre. Ici, personne ne survit à l'hiver à moins de travailler ensemble. Au printemps, nous ferons en sorte que ça ressemble à ce dont nous avons besoin. Le front de Seiyan se plissa. Comment? Reed la regarda, puis les regarda toutes. J'ai des registres, des papiers. Je pourrais rédiger quelque chose disant que j'ai pris de l'aide à domicile. 5 mains embauchées, toutes légales, toutes listées. Péa haussa un sourcil. Et la ville croira simplement ça? Ils n'ont pas à le faire, répondit Reed, tant que c'est écrit et tamponné. Personne ne regarde de près à moins de vouloir se battre. Seiyan l'étudia. Vous faites ça? J'ai déjà fait pire. Vous vous souvenez? Ses yeux rencontrèrent les siens. Je vous laisserai entrer. Cela valut qu'un petit rire de Noli, puis un second de Kaya. Même Péa esquissa un sourire. Seiyan ne rit pas, mais elle se leva, marcha vers lui et l'embrassa devant toutes. Pas longtemps, pas pour le spectacle, juste assez. Cette nuit-là, après que le feu eut baissé et que les autres dormaient, Seiyan resta à côté de Reed. Elle n'alla pas à sa couverture. Elle se tint derrière sa chaise et glissa ses bras autour de ses épaules, posant sa joue contre la nuque de Reed. Il leva la main, toucha son avant-bras. Aucun ne parla. Finalement, elle passa devant lui, s'agenouilla entre ses jambes. La robe en peau de daim déchirée collait encore à ses courbes humides, la poitrine se soulevant lentement, le décolleté ouvert et bas par le travail et l'usure. Sa peau était chaude malgré le froid, ses cuisses marquées par des jours à s'agenouiller, travailler, survivre. Elle se pencha en avant et l'embrassa à nouveau. Cette fois, cela s'approfondit. Elle guida ses mains, les plaça où elle voulait, sur ses hanches, sa taille, son dos. Reed ne se précipita pas, ne saisit pas. Son toucher était stable, retenu. Sa respiration devint plus lourde. Elle glissa sur ses genoux, se pressant plus près, toujours pas de mots. Ils firent l'amour tranquillement, sans lit, sans cérémonie, juste peau contre peau, chaleur partagée sous la lumière du feu et souffle dans le noir. Quand cela finit, elle resta blottie contre lui, sa main reposant à plat sur sa poitrine, sa joue contre son épaule. Et pour la première fois, il tenait quelqu'un avec les 2 bras. Non pour protéger, non pour sauver, mais pour garder. La tempête faisait toujours rage dehors mais à l'intérieur, ils avaient construit quelque chose de stable. Au matin, quand la neige ralentit et que la lumière poussa à travers les lattes des volets, personne ne parla de ce qui s'était passé, mais cela changea l'air entre eux. Ils ne survivaient plus seulement à l'hiver, ils survivaient ensemble. Et aucune d'elles ne prévoyait de partir. Le premier matin clair après la tempête frappa fort et brillant, la lumière du soleil coupait à travers les congères comme une lame, jetant des bords nets dans le blanc. Le vent s'était calmé. La neige autour de la cabane était à hauteur de poitrine par endroits, le chemin vers le puits était enseveli, le toit de la remise avait bouclé d'un côté, mais à l'intérieur la chaleur persistait. Pas seulement du feu, mais de la proximité de quelque chose qui avait enfin pris racine. Seiyan se réveilla dans la chambre de Reed. Ils s'étaient séparés avant l'aube, tranquillement, avant que les autres ne remuent. Elle retourna à sa propre couverture avec des pas lents et une respiration régulière. Mais le changement fut ressenti. Reed n'essaya pas de le cacher, elle non plus. Personne ne posa de questions, c'était la langue qu'ils partageaient tous maintenant, le silence comme respect. En milieu de matinée, ils étaient dehors, déblayant la neige. Reed pelletait du porche à la remise, Péa brisait le barrage de glace au bord du toit, Kaya et Noli nettoyaient les enclos des chèvres. Tala, sans bandage pour la première fois depuis des jours, boitait à travers le chemin que Reed avait creusé, portant un seau à 2 mains, le visage rouge de froid mais souriant d'une manière calme et privée. Ce fut Seiyan qui remarqua les traces la première. Elle était près de la clôture nord, ratissant la gadoue de la base du poteau, quand elle les repéra, des empreintes de bottes fraîches, profondes. Pas les leurs. Elle ne cria pas.
Elle retourna au porche et croisa le regard de Reed. Il vit son visage et sut avant qu'elle ne parle. Ils marchèrent ensemble le long de la limite de propriété, trouvèrent la piste près des arbres. Quiconque s'était été venu du sud, avait fait un large cercle puis avait fait demi-tour, n'était pas venu près de la cabane, n'avait pas frappé, avait juste observé. Le même homme, demanda Seyant. Ça pourrait être, murmura Reed. Ça pourrait être pire. Ils suivirent les empreintes jusqu'à la ligne de crête avant que la neige n'ait commencé à les effacer, trop tard pour pister plus loin. De retour à la cabane, les femmes s'étaient rassemblées près du feu. Tala semblait inquiète à nouveau, Nolly se tenait les bras croisés, Kaya serrait le même morceau de couture depuis des minutes sans enfiler l'aiguille. Reed entra et posa son fusil sur la table. Si quelqu'un regarde, il ne voulait pas être vu. Péa parla, pourtant. Seyant croisa les bras. Ils ne viennent plus pour des mules. Reed regarda chaque femme tour à tour. Vous n'avez pas à attendre qu'on vous dise de partir. Si vous voulez sortir avant le printemps, avant que ça n'empire, je vous aiderai à faire vos bagages, charger le chariot. J'irai même avec vous jusqu'à Fort Cavana. Personne ne bougea. Kaya parla la première, partir où? Retourner où? Il n'y a pas de tribu qui attend, ajouta Péa. Nolly s'avança, même si nous partions, nous serions séparés à nouveau. Certaines seraient prises, certaines ne le seraient pas, Tala ne dit rien. Elle marcha simplement vers Reed, tendit la main vers la sienne et enroula ses doigts autour de deux des siens. Reed baissa les yeux vers elle, surpris. Je ne veux pas partir, dit-elle. Il soutint son regard. Alors tu ne pars pas, Seyant hocha la tête. Moi non plus. Les autres ne parlèrent pas, mais elle n'avait pas besoin de le faire. Cette nuit-là, Reed vérifia les fenêtres 2 fois. Il déplaça son fusil près de la porte et aiguisa le vieux couteau de chasse qu'il n'avait pas touché depuis des mois. Seyant aida à poser plus de bois de chauffage à l'intérieur. Péa bloqua la moitié inférieure du conduit de cheminée, juste au cas où quelqu'un essaierait la fumée. Elle ne paniquait pas, elle se préparait. Plus tard, une fois les corvées faites et la cabane à nouveau tamisée à la lumière du feu, Reed s'assit sur le bord du couchage et appuya sa tête dans ses mains. Sa respiration venait lentement, non de peur mais du poids de tout cela. Il avait passé des années sans personne dans cet espace, des années où la seule voix était la sienne ou le vent à travers les planches. Maintenant la pièce était pleine, 5 femmes, chacune avec son propre chagrin, sa propre force, sa propre façon de survivre, et d'une manière ou d'une autre, elle lui faisait confiance. Seyant vint à lui tranquillement et s'agenouilla à côté, sa main reposa sur sa cuisse, le reliant à la terre. « Tu n'as pas demandé ça, dit-elle doucement. « Non, murmura Reed. Mais tu n'as pas fui non plus. » Il la regarda dans la lumière du feu. Ses cheveux pendaient lâches, sa peau portait encore des ecchymoses pâlissantes du voyage, mais elle semblait plus solide maintenant, plus enracinée. Sa robe, toujours usée et déchirée sur la poitrine, ne ressemblait plus à quelque chose de brisé, elle ressemblait à une armure qui avait enduré. Seyant se pencha en avant et l'embrassa. Pas précipité, pas pour le confort, un baiser lent et certain. Quand ils se séparèrent, elle chuchota, « Nous restons. S'ils viennent, nous tenons bon. » Reed enroula sa main autour de la nuque de Seyant et la tira contre lui, reposant son front contre le sien. Il ne dit pas merci, il n'avait pas besoin de le faire. Dehors, la neige recommença à tomber, mais à l'intérieur, ils étaient prêts non seulement à endurer, mais à revendiquer ce qui était devenu le leur. La neige cessa pour de bon dans la 2e semaine de janvier. Ce qui resta derrière était une terre tassée et un dégel humide, des ruisseaux se réveillant sous la croûte, de la vapeur s'élevant des bardeaux du toit au soleil du matin. La lumière frappait différemment maintenant, plus longue, plus claire, les tirant vers le printemps. Mais le sentiment qu'ils étaient observés n'était pas passé. Chaque jour après le dégel, Reed marchait sur le sentier de la crête 2 fois, une fois à l'aube, une fois avant la nuit. Il prenait son fusil mais ne trouvait jamais d'empreintes fraîches, pas de branches cassées, pas de marques de traînage. Quiconque était venu ce jour-là était soit parti, soit se cachait mieux maintenant. À l'intérieur de la cabane, le rythme s'approfondit. Tala avait guéri complètement, elle ne boitait plus. Au lieu de cela, elle aida Péa à reconstruire le mur de la remise à chèvres, clouant les planches en place sans plainte. Kaya restait occupée à cuisiner avec ce qu'il restait de farine, discrètement fière quand Reed dit que cela lui rappelait les biscuits de sa mère, bien qu'elle ne sourit pas beaucoup. Nolly, souvent la plus réservée, avait commencé à dessiner sur les murs de petites sculptures, rien de bruyant, juste des formes, des symboles,
des lignes douces avec la pointe d'un couteau. Elle n'expliqua pas ce qu'il signifiait, personne ne lui demanda. Seiyan restait le plus proche de Reed. Ils ne dansaient plus l'un autour de l'autre. La nuit, elle dormait dans sa chambre. Sa robe était déchirée de la même façon qu'elle l'avait été depuis le début, mais maintenant elle choisissait de ne pas la réparer, pas parce qu'elle ne pouvait pas, mais parce qu'elle savait qu'il la voyait telle qu'elle était et ne l'avait jamais fait se sentir moindre. Il l'embrassait chaque nuit, parfois lentement, parfois longuement, parfois avec un besoin qui restait silencieux mais profond. Ils n'avaient pas parlé d'amour, mais ils vivaient dans la façon dont ils bougeaient l'un autour de l'autre, dans la façon dont elle tendait la main vers lui quand ses mains étaient froides et comment il remuait son café avant de le lui tendre, dans la façon dont il s'asseyait plus près quand les autres ne regardaient pas, son genou pressé légèrement contre le sien. Ce fut Seiyan qui souleva la partie suivante, ce que les autres s'étaient probablement demandé. C'était tard, le feu bas, sa tête sur la poitrine de Reed. Si le printemps vient et que l'homme de loi revient, quelle est notre réponse? Reed passa une main dans ses cheveux lentement. Dépend de quelle question il pose. Il demandera si nous sommes à vous, dit-elle clairement. Si nous appartenons ici. Reed réfléchit un long moment. Alors vous l'êtes. Seiyan s'assit, couvrant à moitié la couverture. Sa peau était chaude, ses yeux stables. Nous toutes? Vous toutes? La voix de Seiyan tomba bas. Pas juste comme travailleuse. Pas juste comme bouche à nourrir. Le pensez-vous vraiment? Reed la fixa. Je le pense. Le lendemain matin, il sortit le registre du coffre sous son lit. À l'intérieur se trouvaient des papiers de l'armée, d'anciens dépôts fonciers et un tampon de comté délavé. À la table, pendant que les autres nettoyaient et cousaient, il s'assit et commença à écrire. Une par une, il remplit les noms, Seiyan, Kaya, Noli, Pea, Tala. Il les marqua comme résidentes permanentes, les lista comme parentes sous la protection du foyer, écrivit qu'elles étaient sous sa tutelle légale. Non parce qu'il revendiquait la propriété, mais parce que cela lui donnait un statut, cela lui donnait la sécurité. Il ne demanda pas d'approbation, il le fit simplement. Quand il eut fini, il passa les pages à Pea. Elle les lut, ne dit rien, puis hocha la tête une fois et les tendit à Kaya. À la tombée de la nuit, chaque femme avait lu la page avec son nom dessus, et aucune n'avait emballé une seule chose. Le lendemain, Reed attela son chariot et fit le long trajet jusqu'à Canyon Post. Cela prit la plupart de la journée. Quand il revint, les pages étaient tamponnées, datées, classées légales. Au crépuscule, elles n'étaient plus juste une collection d'étrangères sous un même toit, elles étaient un foyer. Cette nuit-là, Seiyan l'attendit près du feu. Elle ne parla pas, elle se leva simplement, défit sa robe lentement et entra dans ses bras. Il la tint proche et stable, l'embrassa comme si c'était la première fois, la toucha comme s'il avait attendu toute sa vie d'être choisi. Ils firent l'amour à nouveau, cette fois plus lentement, sans peur entre eux. Son corps était courbé et chaud sous le sien, sa bouche ouverte contre sa peau. Elle ne se précipita pas, elle guida, elle le laissa voir chaque centimètre d'elle et ne tressaillit pas une fois. Quand ils furent allongés enveloppés ensemble après, calme et stable dans la lumière du feu, Seiyan le regarda. « Vous savez comment ils nous appelleront, dit-elle. Reed embrassa son épaule nue. « Laissez-les. » Elle sourit, fatiguée mais fière. « Vous nous avez donné plus qu'un toit. Vous m'avez donné plus que le silence. » Répondit-il, dans le coin, Tala remua dans son sommeil. Pea se retourna sur sa couverture. Noli ronfla une fois. Kaya murmura quelque chose en apache et roula sur le côté. Et la cabane, autrefois un lieu de chagrin et de fantômes, ressemblait à une maison point pas empruntée, pas temporaire, réelle. À la fin de la semaine, Reed sut que le dégel était vraiment venu parce qu'aucune d'elles ne parlait plus de partir. Elles étaient déjà là où elles appartenaient. Le printemps n'arriva pas tout d'un coup. Il rampa lentement dans l'odeur changeante de la terre humide, dans le ruissellement dégelé courant le long de la crête, dans le retour silencieux du chant des oiseaux à l'aube. À la mi-mars, la neige avait presque disparu de la vallée et des taches de verre perçaient à travers la roche. La cabane, vieillie et noircie par la fumée de l'hiver, se dressait fière sous le ciel ouvert. Le danger ne revint pas. L'homme de loi de Wolf Hollow ne se montra jamais à nouveau, pas de cavalier, pas d'accusation, pas d'ennui. Mais Reed restait prudent. Chaque matin, il vérifiait la ligne d'arbres. Chaque soir, il marchait sur le chemin du ruisseau et revenait. Pas par peur, juste par habitude. La protection n'était pas une question de panique, c'était une question de présence.
À l'intérieur, la cabane avait changé de petite manière permanente, Tala avait accroché un carillon d'os sculpté et de ficelles au-dessus de la fenêtre, Kaya gardait des herbes séchant au-dessus du poêle, Noli dessinait de nouveaux symboles chaque semaine maintenant, avec du charbon, maintenant avec de la couleur. Péa avait réparé le porche avant et installé un banc à la main. Seiyan avait planté du maïs près de la remise, une petite rangée au début, puis plus à mesure que le sol s'adoucissait. Et Reed, lui, avait recommencé à sourire. Pas large, pas souvent, mais réel. Les femmes avaient fait de la place pour lui sans exiger qu'il change, et à cause de cela il changea naturellement, lentement, et devint quelqu'un qui ne tressaillait pas quand on le touchait, qui ne gardait pas chaque mot comme si c'était son dernier. Il ne s'était pas attendu à construire une famille, mais il en avait une maintenant. Et les gens de la ville le remarquèrent. La nouvelle se répandit par le bureau de poste à Canyon Post, Reed Callahan avait recueilli 5 veuves apaches. Personne ne savait si c'était par pitié, pour le mariage, pour le scandale. Mais en avril, les rumeurs brûlèrent en cendres parce que lorsque le greffier de la ville monta pour une vérification de routine et trouva la cabane propre, les papiers en ordre, les femmes travaillant la terre et souriant à l'homme qui avait déposé leur nom avec respect, il n'y avait rien à dire. Aucune loi n'avait été brisée. Seulement le silence. Un soir, sous un ciel orange doux, Reed sortit derrière la cabane où Seiyan se tenait, rinçant du tissu dans une bassine. Ses mains étaient mouillées, sa robe collait à ses hanches. Elle regarda par-dessus son épaule comme il approchait, puis essuya ses mains sur sa jupe. « Vous respirez fort, dit-elle. »« Je transportais de la pierre, répondit-il. »« Vous sonnez comme un vieil homme. »« Je suis un vieil homme, dit-il en souriant. » Elle inclina la tête, plissa les yeux. « Pas si vieux. » Il s'approcha plus près. « Je veux vous demander quelque chose. » Elle croisa les bras. « Vous ne pouvez pas me demander de partir maintenant, c'est trop tard pour ça. » Il secoua la tête. « Je veux que vous m'épousiez. » Elle le fixa, pas choquée, pas encore souriante. « Est-ce à propos de la loi ?» demanda-t-elle. « Non. »« Est-ce pour garder les autres à distance ?» ?»« Non. » Elle étudia son visage. « Alors pourquoi ?» Reed déglutit. « Parce que vous êtes la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Parce que quand je me réveille, je vous cherche en premier. Parce que quand je pense à ce que je veux dans 10 hivers, c'est ça, tout ça, vous, elle, cette vie. » Seiyan expira lentement. Ses mains tombèrent sur ses côtés. Elle s'avança et pressa son front contre sa poitrine, il sentit ses doigts se recroqueviller dans sa chemise. « Je n'ai jamais prévu d'appartenir à qui que ce soit à nouveau, chuchota-t-elle. Mais je serai à vous. » Reed embrassa le sommet de sa tête. « Seulement si vous le voulez. »« Je le veux, dit-elle. Mais je ne porterai pas de blanc. » Il gloussa. « Je ne voulais pas demander. »« Bien, dit-elle, parce que je ne change pas la robe non plus. » Elle se recula, lui lança un regard malicieux. « Même déchirée comme ça. » Il regarda son épaule nue, la déchirure le long de sa poitrine, la façon dont sa peau brillait au soleil et à l'eau. « Je ne vous voudrais dans rien d'autre, dit-il. » Ils se marièrent sous l'épicéa derrière la cabane 2 jours plus tard. Pas de prêtre, pas de foule, juste eux et les autres regardant. Péa se tenait à côté de Seiyan, bras croisés mais souriant. Kaya tenait la petite tresse que Seiyan avait tissée dans ses propres cheveux, une tradition apache passée de femme à femme. Noli sculpta un petit symbole dans l'arbre, un cercle joint permanent. Tala apporta des fleurs sauvages de la crête et les plaça à leurs pieds. Reed prononça une phrase, « Vous restez avec moi et je resterai avec vous. » Seiyan répondit, « Alors nous restons. » Et ce fut tout. Le soleil les réchauffa, la terre les accepta, le vent bougea mais ne prit rien avec lui. Cette nuit-là, alors que le crépuscule se repliait sur Silver Butte et que les chèvres se calmaient, Reed s'assit sur le porche avec Seiyan sur ses genoux, son dos contre sa poitrine. Les autres riaient à l'intérieur. Quelqu'un, peut-être Noli, chantait un air doux et inconnu. La main de Seiyan reposait sur son ventre. Reed remarqua mais ne demanda pas encore. Elle tourna la tête. « Dans quelques mois, dit-elle. » Il la tint plus serrée. « Vous avez peur ?» Elle secoua la tête. « Plus maintenant. » Reed fixa le champ où le maïs venait de commencer à germer. « Ils ne comprendront pas, murmura-t-il. Seiyan sourit. « Ils n'ont pas à le faire. » Et ils restèrent là en silence, 2 personnes qui avaient tout perdu mais trouvé la seule chose qui comptait plus, ils restèrent.
Et c'était l'amour, c'était la faim, c'était la maison.